Un premier témoignage sur donc une collectivité rurale, la communauté de communes Ambert-Livradois-Forêt, qui va nous expliquer un petit peu comment elle travaille avec la ressourcerie Récup d'Or solidaire. Donc, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend bien. Tout va bien. Tout d'abord, j'excuse Marc Ménager, le vice-président, qui a dû s'absenter pour des raisons problématiques sur sa commune, qui était là au début de la visio, mais qui a vraiment dû partir. Voilà, donc moi, je suis François Fournu, je suis le responsable du service déchets en Livradois-Forêt, et je suis en présence de Dorine Amier, qui est responsable du PLP-DMA, donc Plan local de prévention des déchets ménagers, pour notre collectivité. Notre collectivité, donc en Livradois-Forêt, donc à l'est du Puy-de-Dôme, on touche la Loire, on représente 58 communes, territoire très rural, habitat très dispersé, c'est environ 28 000 habitants. Et en fait, cette ressourcerie présente sur notre territoire, elle est née à l'initiative du CIVOM d'Ambert à l'époque, qui en fait est le même territoire géographique qu'aujourd'hui, mais qui était spécifiquement en charge des déchets et qui a fusionné avec des petites communautés de communes pour former Ambert-Livradois-Forêt. Notre service déchets, c'est à peu près 15 000 tonnes de déchets par an, c'est une cinquantaine d'agents, 7 déchetteries, 6 millions d'euros de budget et 7 500 tonnes de déchets collectés par an en déchetterie. Et donc, en déchetterie, en 2010, vous voyez, on avait 2281 tonnes de déchets non recyclables qui étaient enfouis, ce qu'on appelait à l'époque les encombrants, qu'on peut appeler les non recyclables aujourd'hui. Et donc, c'est de ce statut, de cet état-là où on voyait qu'il y avait beaucoup d'objets qui avaient quand même une certaine valeur. C'est ce constat-là qu'on a voulu souhaiter et qu'on a créé une ressource. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà depuis 2010, les chiffres du recyclage et de la valorisation des déchets ont fortement évolué, puisqu'on a divisé par 2 le nombre de déchets non recyclables. Donc, de par la création de filières qu'on appelle ça éco, je ne me rappelle plus le nom, mais ça me reviendra, et aussi par la création, et on a été un petit peu des pionniers sur certaines de filières de valorisation de certains déchets comme le verre plat, que l'on envoie aujourd'hui dans la Loire pour être recyclé aussi, qui avant partait à l'enfouissement. Voilà l'historique un petit peu. Du coup, au niveau réglementaire, entre guillemets, la ressourcerie, elle est née à travers le plan local de prévention qu'on a signé en 2012, qui prévoyait moins 7% de déchets collectés et traités d'ici 2016. Voilà, ce qu'on constatait, c'est que dans les déchetteries, il y avait énormément de déchets qui méritaient une seconde vie. On savait que dans l'Allier, il y avait une ressourcerie qui s'était créée sur Vichy Communauté. Et donc, du coup, c'est ce qui a initié cette volonté de créer une ressourcerie sur le territoire. Après, il s'est posé plusieurs questions. La question, est-ce qu'on crée une structure, est-ce qu'on fait porter la ressourcerie par une structure d'insertion ou est-ce qu'on la gère directement en régie directe, voilà, par la collectivité? Alors ça a été un choix très compliqué, mais c'est les moyens financiers qui ont fait, en particulier sur la question du personnel, où il était plus facile d'obtenir des financements en insertion par le biais d'une association. C'est ce qui fait que la régie directe a été abandonnée. Ça a des avantages et des inconvénients, on en parlera peut-être à la fin. Voilà, après, écoutez, on a été accompagné d'un bureau d'études. Le 1er janvier 2014, la ressourcerie a été créée de manière officielle. Les premiers salariés sont arrivés. Dans un premier temps, c'est un magasin temporaire qui a été, alors je n'ai pas précisé notre territoire, un milieu très rural, qui est traversé par une vallée où on a la plus grosse commune qui est Ambert, en fait, 8 000 habitants sur 30 000. Et donc, initialement, cette ressourcerie, elle était prévue d'être installée sur Ambert, le point central du territoire. Je reviendrai sur ça après. Donc, dans un premier temps, on a ouvert un magasin temporaire. Si on peut passer, voilà.
À l'ouverture de ce magasin temporaire, on a installé dans nos déchetteries des caissons ressourceries qui sont en fait des simples caissons maritimes avec une porte sur le côté supplémentaire. On a formé nos gardiens de déchetterie à détourner dans ce caisson tous les objets qui avaient un intérêt à la revente à la ressourcerie. Et en complément, on avait le projet d'installer un bâtiment neuf pour la ressourcerie. Et il ne s'est pas fait à Ambert pour des raisons politiques, pour des raisons de terrain disponible aussi. Il a été fait sur une petite commune à Saint-Amand-Roche-Savine, à une dizaine de kilomètres d'Ambert. Et vous verrez que ça a des conséquences qui sont aussi bonnes et des fois un petit peu moins bonnes, on en parlera à la fin. Bâtiment qui a coûté 700 000 €. Vous voyez un petit peu le plan de financement. C'est des montants qui sont quand même relativement élevés. Et on a obtenu un bâtiment de 613 mètres carrés, voilà, qui est conçu comme l'ensemble des ressourceries. Hein. Un parking pour accueillir les acheteurs, une zone de dépôt pour les usagers qui amènent directement à la ressourcerie ou pour les ouvriers de la ressourcerie qui font des débarras, des déménagements, etc. Un atelier de nettoyage, de réparation. Et enfin, un magasin. Voilà. Magasin qui, c'est toujours trop petit un magasin, mais à la fois, c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire vivre. Pour la partie financière, comment la collectivité a aidé la ressourcerie. Alors, quand je parle de la collectivité, je parle vraiment du service déchets de la collectivité, dans le cadre de tous les objectifs réglementaires qui nous contraignent. Donc, un plan d'aide sur 3 ans au départ avec une aide de 30 000 € par an, ce qui représente à peu près 1 € par habitant. Et vous voyez que petit à petit, cette aide, elle a été un petit peu dégressive de par les moyens financiers limités qu'on avait et de par aussi la volonté d'arriver à une structure pas autonome, mais qui s'en approche. Aujourd'hui, il apparaît très compliqué de supprimer cette aide au fonctionnement de 10 000 € par an. En plus de cette aide de 10 000 € aujourd'hui, le service déchets dans le Val-de-Loire de la Forez paye à chaque tonne de déchets qui est vendue en magasin, en fait, on finance la ressourcerie à hauteur de 140 € la tonne. Ce qui représente en fait une tonne de déchets enfouis en décharge. C'était notre coût de traitement à peu près. Donc on continue d'aider par ce moyen-là, la ressourcerie. Donc c'est une aide, c'est un soutien financier à la performance. Plus elle vend, plus elle bénéficie d'aide de la part de la collectivité. Et enfin, par contre, on fait quand même payer un loyer à la ressourcerie. Voilà. L'équilibre financier pour l'instant de la ressourcerie est atteint, mais très, très précaire. Voilà. Je n'ai pas tous les chiffres parce qu'ils ont une partie, ce que représentent les ventes au magasin. Il y a aussi d'autres aides qui arrivent de la part, je vais revenir après, on peut passer à la slide d'après, qui viennent en particulier sur la partie aide au chantier d'insertion et tout ça. Voilà, nous, on ne suit pas cet aspect social et l'aspect financier de manière très fine. Ce qui nous intéresse, nous, en tant que service déchets, c'est vraiment de suivre la partie détournement de déchets dans le cadre de l'atteinte de tous nos objectifs réglementaires. L'étude de marché initiale, elle prévoyait 102 tonnes d'objets revendus en magasin au bout de 4 ans. Voici les résultats ci-dessous, et vous voyez qu'on n'a pas atteint l'objectif initial qui était fixé à 102 tonnes. On s'en est rapproché avec l'année 2020, qui est pourtant l'année Covid, où la ressourcerie a été fermée pendant 2 mois. Mais on s'aperçoit sur le territoire qu'on a énormément de choses qui bougent. Et on s'aperçoit qu'on va arriver à atteindre de manière plus longue, mais l'objectif initial. Cet objectif initial, il était fixé, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une ressourcerie basée à Ambert, le point le plus central du territoire. Le fait de l'avoir décalé du point central du territoire à une dizaine de kilomètres, on pense que ça a enlevé, on va dire, une partie du territoire, ça l'a rendu difficilement accessible, mais pour autant, ça l'a ouvert sur une autre partie du territoire, qui n'est pas le nôtre, plutôt en direction de Clermont, où on a des gens qui viennent à la ressourcerie provenant de la zone du vice-président de la région, tout à l'heure, M. Bonichon, du syndicat du Bois de Beaumont de l'autre côté. Voilà.
Voilà pour ça. Sur l'impact emploi et social, l'effectif de la ressourcerie, c'est 10 à 14 salariés en insertion, un encadrant intermédiaire. Alors, c'est totalement insuffisant. C'est très compliqué de suivre des employés en insertion avec un seul encadrant intermédiaire. Voilà. On ne peut pas envoyer, enfin, voilà, pour le suivi, c'est du personnel voilà, qui a des difficultés, qu'il faut vraiment accompagner et suivre. Il y a une accompagnatrice socio-professionnelle indirecte. Le taux de retour à l'emploi, vous voyez qu'il est très important pour une structure comme celle-ci, il est quand même supérieur à 60%. Est-ce que c'est une spécificité qui est liée aux personnes qui sont présentes sur notre territoire? On ne sait pas trop. Mais il y a des partenariats qui sont aussi créés entre la ressourcerie et les entreprises locales. Donc, ça aide aussi à retrouver un emploi pérenne pour les agents qui passent par la ressourcerie. Vous voyez qu'il reste à peu près 20 mois en moyenne comme employé de la ressourcerie en insertion. Très peu d'absentéisme. Donc, voilà, c'est des points qui sont quand même positifs, surtout sur des structures voilà, en insertion où la gestion n'est pas simple, vraiment pas simple. Et on est plutôt voilà, sur les périodes comme en ce moment où on a des périodes voilà, de croissance économique, où il y a de l'emploi sur le territoire. Ça devient de plus en plus difficile de recruter finalement du personnel en insertion sur la ressourcerie. Là, on est vraiment sur une période où le nombre de salariés est inférieur à 10, ce qui pose forcément d'autres problèmes sur la gestion de la ressourcerie, l'évacuation des flux et autres. Voilà. Et par contre, chaque salarié en insertion, à la signature, il s'engage à avoir comme objectif de retrouver un emploi durable. Ce n'est pas un passage d'occupation à la ressourcerie. C'est vraiment dans un but d'insertion et de retour à un emploi durable. Voilà. Pérenniser la structure, ben oui, on sait très bien que les chantiers d'insertion sont toujours remis en cause. Nous, ce qui pose principalement problème au directeur de la ressourcerie, c'est le maintien de l'accompagnement financier du conseil départemental du Puy-de-Dôme. À l'avenir, c'est souvent remis en cause, donc souvent rediscuté. L'équilibre financier est très précaire, donc voilà. Nous aussi, on se pose aussi la question de savoir est-ce qu'on continue à verser un soutien financier donc hors aide à la performance de 10 000 € par an. Mais on voit que parce qu'on aimerait arriver à une structure totalement autonome, c'est très compliqué. Si les tonnages d'objets revendus en magasin augmentent, voilà, peut-être qu'on pourra arriver à cela, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Ensuite, c'est développer l'attractivité de la ressourcerie. On sait très bien que sur notre territoire, il y a une partie de la population qui ne sait pas que la ressourcerie existe, qui ne connaît pas et qui n'a jamais été à la ressourcerie. Donc, l'idée, c'est aussi de rendre cette ressourcerie attrayante via des animations, ateliers, en lien avec la prévention des déchets. Donc là, on a un Repair Café qui s'installe de temps en temps à la ressourcerie. C'est aussi, aujourd'hui, notre ressourcerie à nous, elle fonctionne vraiment, c'est du nettoyage simple d'objets, de la petite réparation et directement de la revente. Beaucoup de ressourceries travaillent avec de la customisation, de la transformation d'objets qui amène une plus-value, qui permet aussi de revendre des objets un petit peu plus chers. Voilà, on aimerait pouvoir arriver à travailler sur cette customisation d'objets ou autre. Ça dépend aussi des compétences des employés qu'on a augmentées. Voilà. Et enfin, c'est agrandir le bâtiment. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ressourcerie, elle est dans un bâtiment de 613 mètres carrés, c'est totalement insuffisant. Et il y a vraiment un besoin d'espace supplémentaire, en particulier pour le stockage, pour pouvoir réparer, pour pouvoir créer des ateliers d'animation. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas, voilà. Et ensuite, en Berry-Libre-de-la-Forez, nous, on aimerait aller plus loin encore dans nos emplois. Donc, dans le cadre du codec, on a installé alors codec contrat d'objectifs déchets économie circulaire signé avec l'ADEME de 2018 à 2020. Dans ce cadre-là, on a installé des caissons matériothèques. Donc, ça rejoint aussi les discussions qu'on a eues un petit peu au début. C'est-à-dire des caissons qui est couplé à celui de la ressourcerie, où nos gardiens de déchetterie détournent tout ce qui est lié au bricolage
et aux matériaux, entre guillemets, de construction, donc qui ne sont pas pris en charge par la ressourcerie. Et l'idée, c'est derrière d'accompagner un projet de matériothèque sur le territoire en complément de celui de la ressourcerie. Donc, il y a un projet associatif qui est en développement. Et l'idée, c'est de mettre à disposition ces caissons matériothèque présents dans chaque déchetterie. On met à disposition tout le contenu à destination de l'association ou de la structure qui se montera à l'avenir sur ce projet de matériothèque. Voilà. Voilà où on est en Béarn-Livre-de-Forez. Voilà, c'est un projet, voilà, on nous a demandé de présenter un projet de création de ressourcerie en milieu rural. On est en très rural, très dispersé. Voilà, nous y sommes arrivés, donc c'est pas impossible d'y arriver. Vous voyez qu'on a eu un accompagnement financier de l'ADEME et de la région qui est indispensable pour créer ce type de structure. Et puis après, il faut une bonne volonté. Et puis, on peut y arriver. Je suis à disposition si vous avez des questions. Le projet de matériothèque, il est à quelle échéance, du coup? Il est… alors, Dorine, je vais laisser la parole à Dorine. Bonjour, du coup, je suis chargée du PLPDMA au service déchets et en même temps, je suis porteuse du projet de la matériothèque. Du coup, le projet, il est vraiment en cours de création. On est à l'étude de faisabilité. On est allé voir d'autres matériothèques sur d'autres territoires pour voir un peu comment ils fonctionnaient. On essaye de voir un peu le gisement qui serait à disposition pour créer cette matériothèque. Et donc, on s'appuie sur les questions de matériothèque qui sont déjà dans les déchetteries. On voit qu'il y a des choses à récupérer. Voilà, maintenant, on voudrait aller plus loin, aller voir les entreprises du BTP, voir un peu quelle filière on pourrait avoir dessus pour commencer ces projets-là, quoi. Donc, voilà. Alors, l'idée, pour compléter, malheureusement, les moyens financiers de la collectivité ne nous permettront pas d'accompagner la matériothèque telle que nous avons accompagné financièrement la création de la ressourcerie. Donc, il faut que le projet de la matériothèque, voilà, c'est pour ça qu'on a mis un projet associatif aussi, mais on va l'aider, on va l'accompagner, mais on ne pourra pas l'accompagner financièrement aussi massivement qu'on a accompagné la ressourcerie. Ce qui est, entre guillemets, dommage, mais on fait malheureusement avec les moyens de la collectivité. Très bien. Il y a des questions dans le chat, alors, attendez, si vous les voyez, ou sinon je vous les dis. Non, mais je les vois. La recyclerie est aussi une ressource financière. Quel est le montant sur ces structures? C'est pas une ressource financière pour le service déchets. Non, ce n'est pas une ressource financière pour le service déchets, puisque les recettes de revente en magasin servent à compléter le budget de l'association. Je ne sais pas si c'est bien le sens de la question. D'où viennent les salariés en insertion? Ils viennent de la mission locale, ils viennent des autres associations présentes sur le territoire qui essaient de suivre les gens sans emploi depuis longue durée et du Pôle emploi. Mais ça reste du personnel qui est présent sur le territoire. Comment pesez-vous les tonnes sortantes en mélange par flux? Chaque objet rentrant à la ressourcerie est pesé à son arrivée. Il est étiqueté avec un code barre. À partir du moment où il passe par la caisse, on sait exactement le poids qui sort du magasin. C'est à peu près 60% des quantités entrantes sont revendues en magasin. Et les 40% restants sont valorisés par le recyclage, l'incinération ou l'enfouissement si c'est des déchets qui sont non recyclables. Quelle a été l'influence du Covid sur l'attractivité de la recyclerie? L'activité a-t-elle pu être maintenue? Quelles précautions ont été adoptées? Le Covid, pendant le confinement, de toute façon, ça a été fermé, la ressourcerie. Pour autant, janvier-février 2020, avant la période Covid, il y avait vraiment un boom des ventes à la ressourcerie. Vous avez vu la hausse qu'on a subie en 2020 sur les chiffres que je vous ai présentés. Et cette hausse s'est maintenue à la réouverture de la ressourcerie en mai-juin et s'est maintenue sur toute l'année. Voilà. On a un territoire qui bouge énormément. Le Covid, on voit arriver un nombre de familles très important.
alors qu'on était dans une dynamique totalement inverse. On était un territoire très rural qui perdait de la population. Le Covid a totalement, visiblement, hein, on n'a pas encore tous les chiffres, mais a inversé totalement cette tendance. Donc c'est aussi logique peut-être que la ressourcerie fonctionne plus et vend plus. Et parce que il y a beaucoup de maisons qui se vendent, donc c'est des maisons qui se vident, donc avec des vieux objets qui arrivent à la ressourcerie à la vente. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de maisons qui se vendent et qui ont besoin d'être meublées, donc la ressourcerie vend pour ces maisons-là. Voilà. Mais c'est voilà, je ne sais pas si c'est observé sur d'autres territoires ruraux, enfin a priori ici sur le Puy-de-Dôme, je ne sais pas sur les autres régions d'Aura si c'est le cas, mais ça bouge énormément et du coup la ressourcerie a son rôle à jouer là-dedans. Je peux peut-être répondre à ce niveau-là sur les différentes ressourceries en Auvergne-Rhône-Alpes. La période Covid a été très particulière puisqu'il y a eu des fermetures assez longues. Mais de manière générale, les ressourceries ont fait des bonnes années ou au moins des années équivalentes. Ça s'est ressenti en fait sur les apports qui ont été extrêmement nombreux pendant les périodes de confinement avec les 10 km où le déplacement était limité. Il y a quand même eu énormément d'apports. Voilà, les gens en ont profité pour faire du tri, vider pas mal de choses. Et aussi, je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience un peu générale sur le rapport horaire-emploi et le rapport au magasin. Pas mal de ressourceries ont pu ouvrir, notamment pendant... Alors, c'était le 3e confinement, et même le 2e en tant que commerce essentiel, puisqu'il il fournissait des biens de première nécessité pour des personnes qui étaient en emménagement ou en besoin. Donc, la période Covid a été particulière, mais malgré tout a permis à pas mal de ressourceries de faire une bonne année, et également à l'intérieur à l'intérieur des ressourceries, j'ai beaucoup de ressourceries qui se sont structurées, qui ont commencé là, tout ce qui était vente en ligne évidemment, mais également tout ce qui est traçabilité, donc peser des déchets en entrée et en sortie, et organisation du travail en interne qui a été voilà, beaucoup plus amélioré pendant cette période-là. Donc ça a été assez bénéfique sur certains points. Par contre, il y a pas mal de ressourceries qui nous disent qu'ils ont perdu une partie de leur public malgré tout. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse régionale. Pas d'Emmaüs sur le territoire, on a un Emmaüs à 50 km. Voilà. Okay. Et la ressourcerie d'Issoire qui est à 40-50 km aussi. Donc c'est un maillage raisonnable qui permet de faire travailler tout le monde. Voilà, merci. Très bien, je vous remercie beaucoup pour cette présentation, pour ce témoignage qui est très intéressant, de voir tout comment évoluent donc ces recycleries ces dernières années,